Assurance chien-chat, le fil rouge de l'InsurTech? C'est une question et c'est le titre de ce podcast. Alors pourquoi j'ai choisi de traiter ce sujet dans ce nouvel épisode? Tout d'abord, cela fait écho à un sondage que j'ai lancé récemment sur mon profil LinkedIn et l'assurance chien-chat y ressortait comme l'un des sujets d'intérêt majeur pour les personnes s'étant exprimées. D'ailleurs, pensez à vous abonner à ce podcast si ça n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de mon analyse de VC sur l'innovation et la technologie dans l'assurance et dites-moi dans les commentaires s'il y a des sujets particuliers que vous aimeriez que je traite prochainement. On revient au sujet du jour, l'assurance chien-chat. Enfin, du jour, c'est une façon de parler, car il ne se passe pas une année sans qu'une nouvelle start-up se lance dans l'assurance chien-chat en Europe, il me semble, ou qu'un grand groupe lance lui-même son activité chien-chat, ou à minima une conférence que je suis invité à donner, où l'on m'interroge sur ce sujet. Pour en avoir le cœur net, j'ai regardé toutes les levées de fonds InsurTech annoncées en Europe depuis janvier 2019. En effet, nous les suivons au plus près depuis le lancement d'Astoria VC, et c'est bien ça, chaque année, au moins une start-up de la pet InsurTech a annoncé une levée de fonds quelque part en Europe. Et ça remonte à plus loin d'ailleurs. L'assurance chien-chat est l'un des premiers thèmes abordés par les InsurTech en Europe. En France, par exemple, est-ce que vous vous souvenez d'Otherwise, qui est l'une des premières startups lancées dans l'écosystème, en 2016 en l'occurrence, elle opérait sur la thématique chien-chat, avec un modèle peer-to-peer très à la mode à cette époque. Elle a finalement été rachetée en septembre 2021 par Lovis, une autre InsurTech, mais généraliste cette fois, qui continue à proposer de l'assurance chien-chat, et on pourrait remonter plus loin avec l'acteur historique du secteur en France, SantéVet, créé en 2003. Au niveau européen, je pense à ManyPets, initialement créé sous le nom de Bought by Many, qui opère en Angleterre depuis 2012. D'ailleurs, ManyPets est depuis 2021 l'une des 8 licornes InsurTech en Europe. C'est-à-dire que l'assurance chien-chat a sa représentante dans le cercle très fermé des startups valorisées à plus de 1 milliard d'euros sur le papier. Et j'insiste sur ce dernier point, car avec le retournement du marché et des investissements en baisse, cette notion de licorne a perdu de sa pertinence. Mais le fait est que cela conforte la pertinence de la thématique chien-chat dans l'InsurTech, puisque l'une des plus grosses startups du domaine opère sur cette thématique. Et plus proche de nous dans le temps, cette année en l'occurrence, on observe une double tendance dans les investissements InsurTech annoncés en Europe. D'une part, de nombreuses startups font leur entrée sur le marché avec un premier tour de financement souvent limité de l'ordre de 1 à 3 millions d'euros pour faire simple, et à l'autre bout du scope, des leaders de leur catégorie émergent et lèvent des tours aussi significatifs qui se comptent en dizaines de millions d'euros, car ils ont, semble-t-il, réussi à émerger de la foule des concurrents opérant à leur côté. Et dans ces catégories leaders, on retrouve des startups de l'assurance chien-chat. Je fais évidemment référence à Napo en Angleterre qui a levé 15 millions d'euros et Dalma en France qui a levé 20 millions d'euros. Dans les deux cas, il s'agit d'un énième tour de financement pour conforter leur position dans leur marché. À l'occasion de ces levées, les startups ont d'ailleurs partagé quelques chiffres. Parfois leur niveau de prime, GWP pour Gross Return Premium en anglais dans le texte. La plupart partagent en fait le nombre de polices vendues depuis leur lancement. Ainsi, Dalma revendiquait 60 000 polices vendues à l'occasion de son dernier tour de table cette année, qui porte le total des fonds levés à environ 40 millions d'euros. 40 millions d'euros, c'est aussi ce qu'a levé la start-up suédoise Lassi depuis son lancement, et d'ailleurs elle revendiquait aussi 60 000 contrats à l'occasion de son dernier tour de table fin 2023. Avec ces chiffres rendus publics par les startups, on peut comparer ce que j'appelle l'efficacité capitalistique de ces acteurs. C'est d'ailleurs valable pour toutes les startups vendant des produits d'assurance à des clients finaux, que ce soit des individuels ou des entreprises. Et je mesure cette efficacité capitalistique en comparant le niveau de primes générées avec le total des fonds levés pour y parvenir. ManyPets, dont je parlais tout à l'heure, indiquait avoir généré 241 millions de pounds de primes d'assurance sur l'année 2024. En comparaison, elle a levé depuis son lancement plus de 480 millions de dollars. Ce ratio est évidemment indicatif, mais il a le mérite de s'appuyer sur des données souvent partagées par les startups, ce qui permet de comparer les acteurs entre eux. ManyPets, au-delà de permettre d'illustrer ce ratio financier, est un exemple aussi de croissance géographique, ou plutôt du défi que cela représente. En effet, la start-up lancée en Angleterre a cherché à se développer aux US et en Suède en vain. Elle a quitté les deux pays après quelques années d'opération et se concentre aujourd'hui sur son marché domestique. Mais en France par exemple, si j'en crois les pubs Facebook auxquelles je suis exposé,
pas tellement car j'ai des animaux de compagnie, car je n'en ai pas, mais des formations professionnelles obligent, je suis ciblé par les pubs InsurTech. Si j'en crois ces publicités, donc, il y a une myriade d'acteurs qui proposent leurs produits d'assurance chien-chat en France. Il y a bien sûr les acteurs français, dont certains ont été mentionnés précédemment, mais il y a aussi bon nombre d'acteurs européens qui essayent de se faire une place sur le marché français. Je pense en particulier à un acteur espagnol, un acteur allemand et un acteur suédois. Et à l'inverse, certains acteurs français sont aussi partis à la conquête d'autres marchés en Europe, souvent l'Espagne et ou l'Allemagne. Cette intensité compétitive et ces publicités sur les réseaux sociaux mettent en avant des propositions de valeur souvent proches, mais parfois l'argument de vente mis en avant varie. Le prix le moins cher reste l'un des critères principaux, souvent aussi la rapidité de remboursement est mise en avant. Vient ensuite le niveau de couverture globale, une enveloppe de remboursement à laquelle les clients pourront accéder sur l'année, et certaines startups mettent en avant les services connexes qu'elles proposent. Enfin, des acteurs illustrent les bienfaits de leurs produits en comparant le coût de telle ou telle prestation de vétérinaire avec et sans assurance chien-chat. La plupart des acteurs dont nous avons parlé jusqu'ici sont des acteurs dédiés à l'assurance chien-chat, des acteurs verticalisés, dans le sens où ils ne proposent que ce type de produit. Mais sur la scène InsurTech, il existe aussi des startups multiproduits qui vendent entre autres de l'assurance chien-chat. Et dans les plus gros, je pense à Achille en France, GetSafe en Allemagne ou Hedvig en Suède. Les acteurs connexes opèrent également dans le domaine avec une approche sensiblement différente. Je pense à la néobanque française qui cible précisément les propriétaires d'animaux avec une gamme de services financiers dédiés à ces acteurs en y incluant bien sûr de l'assurance. Et au-delà, les comparateurs sont évidemment actifs dans le domaine. J'ai quand même été surpris de voir une publicité de Meilleur Taux, le site connu pour faire de la comparaison d'emprunts bancaires, fait aussi de la comparaison d'assurance, notamment chien-chat, et en fait la publicité sur les réseaux sociaux. Ça montre selon moi la dynamique concurrentielle du secteur, et cette pression concurrentielle fait écho, il me semble, à l'un des principaux arguments avancés par les startups du domaine. Systématiquement et depuis les débuts de l'InsurTech, le taux de pénétration de l'assurance chien-chat est très faible dans certains marchés, dont la France, comparé à celui qu'il est par exemple en Suède. Il y aurait là une énorme opportunité et il s'agirait pour ces startups de raviver un potentiel de marché jusqu'ici peu transformé. En préparant ce podcast, j'ai retrouvé une étude de Generali avec ViaVoice sur le sujet. Publiée en décembre 2023, elle indiquait que 16% des Français déclaraient avoir souscrit à une assurance chien-chat. C'est donc plus qu'au début de l'InsurTech, mais on est loin des 90% en Suède, tel qu'indiqué par un rapport de Forecast publié en juillet 2025. Dans cette poursuite d'un marché encore largement disponible dans bon nombre d'écosystèmes locaux en Europe, la multiplication des acteurs au positionnement relativement similaire, combinée à un retournement du marché VC à la recherche de croissance rentable en lieu et place de la croissance à tout prix, tous ces éléments me font prédire depuis plusieurs mois, pour ne pas dire années, que la concentration du marché devrait s'opérer prochainement. SantéVet a effectivement racheté Tilizy sur le marché anglais, mais c'est un cas plutôt isolé. Et les rapprochements n'ont pas encore véritablement eu lieu, même entre acteurs de pays connexes. Pour soutenir leur croissance géographique, j'aurais pensé que certains acteurs allaient acheter leur contrepartie dans tel ou tel pays qu'ils envisageaient de conquérir. À la place, les acteurs ont plutôt eu tendance à se lancer eux-mêmes, d'où la multitude d'acteurs internationaux sur mon flux Facebook en France dont je parlais tout à l'heure. Toujours est-il que l'assurance chien-chat pourrait être l'objet de M&A pour 3 raisons selon moi. Tout d'abord, les acteurs du private equity se sont montés friands pour le modèle de courtage d'assurance. Les acteurs rentables du secteur, avec une taille significative, pourraient donc être des objets intéressants pour eux aussi dans le chien-chat. Ensuite, les startups entre elles auraient sûrement un intérêt à se rapprocher pour optimiser leurs opérations et compléter leur position géographique notamment. Enfin, les acteurs traditionnels pourraient utilement s'offrir une InsurTech pour bénéficier non seulement de son portefeuille d'assurés, soit en complément de l'existant ou pour venir lancer une nouvelle ligne de métier, mais aussi bénéficier de la marque Digital Native et surtout des opérations totalement numérisées offrant normalement une efficacité opérationnelle supérieure.
Pour aller plus loin, je vous propose de réécouter un précédent épisode du podcast dans lequel je partageais quelques réflexions sur le M&A justement à l'œuvre dans l'InsurTech. Alors que cette dynamique est attendue depuis de longs mois et après des rachats plutôt faute de mieux, certaines acquisitions récentes tentent à démontrer la valeur que la technologie peut apporter dans l'industrie de l'assurance et à confirmer que les pépites existent effectivement en Europe. À bientôt!